Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas Rafale au micro de Radio J et le docteur Serge Rafale, évidemment. Bonsoir Serge. Bonsoir Nicolas. Bienvenue pour votre émission médicale du mardi soir Réfoy, 1 heure à passer ensemble de 21h à 22h sous ce nouveau format rallongé que vous avez découvert la semaine passée. En deuxième partie, on retrouvera nos experts et chroniqueurs médicaux pour l'actu santé de la semaine par le professeur Eva Soto, le coup de scalpel du docteur Vladimir Mitz, la vie derrière soi avec aujourd'hui Emma Scali qui viendra nous parler de l'hystérie de Sarah Bernard à l'occasion des 100 ans de sa disparition. À Sarah Bernard bien sûr, puisqu'Emma Scali sera bel et bien présente dans le studio. Puis ce sera la consultation pour terminer de notre médecin invité qui se retrouvera, une fois n'est pas coutume, à la place du patient. On débute cette première partie de Réfoy avec l'entretien que vous menez, Serge. Vous recevez cette semaine le docteur William Bérébi, gastro-entérologue et hépatologue pour son ouvrage Mission ventre plat, la méthode microbiotique nutritionnelle et sportive chez Marabout. Bonsoir, docteur Bérébi. Bonsoir. Vous avez fondé et vous animez le podcast Merci Docteur sur votre chaîne YouTube. Vous êtes également l'auteur de diagnostics et thérapeutiques chez Vuibert à l'intention du corps médical, donc du ventre également, de ce corps médical, et de médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé également chez Marabout, et que vous étiez venu nous présenter dans Réfoy, docteur Rafale, docteur Bérébi. J'espère que vous avez pris vos probiotiques avant de démarrer l'entretien. Bien sûr, tous les jours. Eh bien, c'est à vous. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. On se voit dans notre nouveau format magazine. Docteur Bérébi, bonsoir. Je suis heureux de vous recevoir dans notre nouveau format magazine, comme nous l'a expliqué Nicolas. Après la médecine microbiotique, votre ordonnance pour être en bonne santé, votre précédent ouvrage, vous vous attaquez dans votre nouvel opus au ballonnement, symptômes fréquents de consultation, généralement peu graves, mais parfois fort gênants par l'inconfort et le gonflement abdominal dont il est généralement responsable. Vous nous proposez un ouvrage très complet que nous n'aurons pas le temps de présenter dans sa totalité, mais qui nous permettra néanmoins de revenir sur une des révolutions médicales du XXIe siècle, l'importance longtemps ignorée du rôle primordial pour la santé des bactéries intestinales, autrefois un ennemi qu'il fallait à tout prix abattre à coups d'antibiotiques, et depuis quelques années un allié privilégié dont il faut prendre le plus grand soin. Nous resterons par manque de temps sur l'aspect digestif de votre travail, alors que votre démarche est plus complète, on dit holistique pas seulement le ventre, mais l'hygiène de vie, en profitant de votre expertise d'hépato et de gastro-entérologue pour faire le point sur le microbiote, terra incognita pour beaucoup. Vous nous expliquerez ce que sont les pré, les pro, les post-biotiques, dont l'utilisation sera très vite ciblée, plus qu'elle ne l'est actuellement. Nous évoquerons 2 tableaux cliniques courants de votre spécialité, le syndrome de l'intestin irritable et le SIBO. Vous nous en expliquerez les mécanismes et la prise en charge. Nous terminerons notre entretien par quelques notions nouvelles et prometteuses sur l'obésité, fléau qui concerne malheureusement une part croissante de la population. Avant de partir vers la mission ventre plat, vous nous resituez la révolution microbiote ? Oui, bien sûr. Alors, elle démarre en 2008. Non pas qu'on ne sache pas depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, qu'il y a des bactéries dans notre intestin qui ont des fonctions pour l'organisme. Mais 2008, c'est une date clé, une date charnière. Il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça que la médecine microbiotique est quelque chose de tout à fait récent, puisqu'on n'avait pas avant la possibilité de savoir quelle était la composition de ce microbiote. Puisque 20% seulement des bactéries étaient cultivables. Et en 2008, il y a la métagénomique, c'est-à-dire on casse les bactéries, on récupère l'ADN qui est à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on a pu structurer et voir la composition exacte du microbiote intestinal. Parce qu'on a le code génétique humain depuis quelques années. Exactement. Et là, on a récupéré donc le code génétique de toutes les bactéries intestinales et on a pu reconstituer le microbiote. C'est pour ça que c'est récent et effectivement, un gastro-entérologue qui a été formé il y a 15 ans ou 20 ans n'a pas eu d'enseignement sur le microbiote intestinal. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, c'est nouveau et révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bactéries intelligentes, en fait, qu'on a à
hauteur de 39 000 milliards à l'état normal dans notre tube digestif, donc intestin, grêle et côlon. Ça représente environ 1 kilo de bactéries, pas 1 kilo de sel. Et ces bactéries intelligentes ont des fonctions qui vont permettre de réguler l'organisme. Et en fait, moi je l'appelle le patron du corps humain, ou premier cerveau, puisque c'est lui qui régule notre santé. Et notre cerveau, s'il nous sert à réfléchir, à penser... on a parlé du deuxième cerveau, vous dites l'intestin, c'est le premier. Premier cerveau, parce qu'en fait, si vous voulez, le système nerveux central, je l'appelle comme ça, il nous permet de penser, d'avoir des sentiments, etc. Mais c'est pas lui qui régule notre santé, qui régule nos autres organes, en réalité. C'est nos bactéries intelligentes qui vont réguler notre foie, notre cerveau, notre tube digestif, notre tissu graisseux, etc. Donc en fait, c'est pour ça que je l'appelle premier cerveau. Et donc, je veux pas appeler le système nerveux central deuxième cerveau, donc je l'appelle système nerveux central. Mais c'est le premier cerveau. C'est vraiment là que se passe, c'est la machine centrale, c'est l'ordinateur central, c'est le chef d'orchestre de notre santé. Alors vous expliquez, quand tout marche parfaitement, quand il y a eubiose, nous allons bien. À partir du moment où cet équilibre est rompu entre les bonnes, parce que là vous avez parlé des bonnes bactéries, j'imagine qu'il y en a des moins bonnes également. Exactement, donc il y a des bactéries amies et des bactéries ennemies. Donc les bactéries amies ont le dessus, et quand tout va bien, eh bien elles vont nous défendre et remplir leurs différentes fonctions. On va peut-être y revenir tout à l'heure sur les fonctions, mais je peux en dire quelques mots si vous voulez maintenant. Donc les fonctions principales de ces bactéries intelligentes, on va en sortir 3, c'est l'effet barrière, c'est-à-dire elles vont empêcher le passage des substances pathogènes, la pollution, certaines bactéries nocives. Par leur masse ou par leur propriété? Par leur imperméabilité de la barrière intestinale. Il faut bien comprendre qu'il y a une barrière qui est formée de mucus, c'est une espèce de gel qui est fabriqué par les bactéries. Et donc ça va faire barrière et ça va empêcher, lorsque tout va bien, les substances pathogènes de pénétrer dans l'organisme, puisqu'en fait il faut bien comprendre que c'est parce que cette paroi et cette barrière épithéliale devient perméable, c'est ce qu'on appelle le fameux intestin poreux, que les substances pathogènes, donc pollution, métaux lourds, certaines bactéries, vont passer dans le sang et aller, en quelque sorte, essaimer dans les différents organes. Ce qu'on appelle, Dr Bérébi, l'hyperperméabilité intestinale. C'est ça, c'est l'intestin poreux. Et donc, à partir du moment où vous avez ce phénomène-là, les substances vont passer et cet équilibre est rompu. Et à ce moment-là, c'est le début des pathologies, en fait. Et on s'est rendu compte que l'intestin pouvait être responsable de tout, d'énormément de pathologies, quasiment de tout, catalogue. De tout, oui, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans une véritable révolution. C'est pas un mot usurpé, parce que je l'ai dit dans mon premier livre, que c'est la révolution médicale du 21e siècle. Ça se confirme tous les jours avec de nouvelles publications sur les probiotiques, sur la transplantation fécale, etc. Et on voit tous les jours de nouvelles indications, la fibromyalgie, l'autisme, l'obésité depuis quelque temps, etc. Et si vous voulez, jour après jour, ça se confirme. Et c'est logique. C'est logique, puisqu'en fait, on sait que ces bactéries contrôlent tout le reste. Donc à partir du moment où elles contrôlent tout le reste, il est logique que ça entraîne les pathologies diverses et variées lorsqu'il y a ce fameux déséquilibre qu'on appelle dysbiose. Vous pouvez nous dire un mot sur la naissance du microbiote? On est très très étonné d'apprendre qu'un enfant qui est né par césarienne n'a pas le même microbiote qu'un enfant qui va être, qui va passer par les voies naturelles et être, par exemple, biberonné ou alimenté au sein. Tout à fait. C'est une question qui commence à être posée par des patientes. Je fais des consultations des fois sur des femmes enceintes qui ont eu, par exemple, beaucoup de prises d'antibiotiques pendant la grossesse et qui se posent la question de savoir comment elles vont faire pour léguer un microbiote de qualité à leur enfant. C'est des questions, donc ça arrive au grand public, puisque je l'ai eu en consultation il y a peu de temps. Bah oui, puisque vous dites un bon microbiote, c'est la santé, donc on a envie d'une bonne santé pour le nourrisson, le nouveau-né, l'enfant. C'est ça, ça commence à diffuser. Donc oui, effectivement, lorsque à l'accouchement, par voie basse, la maman va léguer littéralement son microbiote intestinal à son nouveau-né. Donc s'il est bon, eh ben, elle lègue quelque chose de bon. S'il est moins bon, évidemment, c'est moins bien. Ça, le simple passage par les voies naturelles va... Exactement. Alors, on a longtemps pensé que c'était la flore vaginale, en fait, qui allait servir à fabriquer la flore intestinale du nouveau-né. En fait, c'est faux. C'est vraiment la flore intestinale qui est récupérée pour une raison simple. Au moment de l'accouchement, évidemment, tout est dilaté. Donc, il y a une communication directe entre le vagin et la région rectale.
anorectal, et donc évidemment toutes les bactéries de l'intestin et du rectum passent à ce moment-là sur le nouveau-né. Donc c'est un copier-coller en fait littéralement entre la mère et son enfant. En revanche, par césarienne, c'est différent, puisque vous allez avoir à ce moment-là pas de passage, évidemment de fait, et le microbiote va se constituer par la peau. Donc la peau de la maman, la tétée, les biberons, les caresses, etc. Donc de fait, ça va se réensemencer progressivement et ça va mettre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire au lieu ils vont se rejoindre, les deux microbiotes. Bien sûr. Parce que c'est ceux de la maman, mais plutôt de la peau. Donc, si vous voulez, ça va quand même se reconstituer. La nature est merveilleuse et formidablement bien faite, mais ça va mettre 2 ans. 2-3 ans avant d'avoir une flore intestinale fixée. Pendant lesquels il peut y avoir des conséquences pour le nouveau-né, pour le nourrisson. Exactement. Alors, déjà, il faut savoir que lorsqu'il y a une naissance par césarienne, de par ce mécanisme-là et par la fenêtre vide un peu qu'il y a dans le temps de ces 2 années, ça va du coup exposer le nouveau-né à plus de pathologies, notamment plus de pathologies allergiques type eczéma ou type asthme. Et également plus d'obésité chez les enfants nés par césarienne, c'est une donnée désormais connue. Donc effectivement, si on peut accoucher par voie basse, c'est le meilleur moyen, à condition que le microbiote soit à peu près équilibré. Deuxième partie de notre entretien, je voudrais qu'on parle des bactéries, c'est-à-dire on est un petit peu perdu, effectivement, il y a des symbiotiques, il y a des prébiotiques, il y a des probiotiques, il y a des postbiotiques. Est-ce que vous pouvez nous aider? Bien sûr, c'est des mots nouveaux, donc c'est normal qu'il faille un petit peu de temps à les intégrer. Alors les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries. Il faut comprendre que ces bactéries intelligentes, eh bien, se nourrissent de fibres alimentaires. Elles vont les trouver dans les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Et l'apport recommandé pour que notre microbiote fonctionne bien, c'est 30 grammes. Ce qui est beaucoup, en fait. Ça équivaut à 600 grammes à peu près de tout ça. Vous avez un formidable encadré dans votre ouvrage. Merci. À propos des Hadza de Tanzanie. Vous dites, en fait, chez eux, on s'est rendu compte de l'impact des prébiotiques. Ils ont une alimentation qui contient moins de graisse, moins de sucre, et on constate... Alors, cette ethnie, si vous voulez, est très étonnante, puisqu'ils sont plus que 1500 à vivre, et c'est les premiers habitants de la Tanzanie. C'est des chasseurs-cueilleurs. Chasseurs-cueilleurs, exactement. Donc, ils mangent des plantes, des tubercules, etc. Et l'été, un petit peu de viande, type sanglier ou des choses comme ça. Et si vous voulez, des anthropologues ont eu la curiosité d'aller les voir et de recueillir leurs selles et de les analyser pour voir s'ils avaient un microbiote différent d'une autre. Et ils sont aperçus qu'ils avaient un microbiote, puisqu'ils mangent quasiment que des fibres, merveilleusement équilibré, merveilleusement riche, et qu'ils ne développaient aucune des maladies de civilisation ou des maladies modernes que nous connaissons. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cancer du côlon, il n'y a pas de MIS-C, de maladie de Crohn, etc. Et ils sont donc c'est fascinant, puisqu'en fait, si vous voulez, on ne savait pas finalement ce qu'était un microbiote originel. Mais maintenant, grâce à cette tribu, on le sait. Et on s'aperçoit de l'importance de l'alimentation. Des fibres. Quand on dit l'alimentation occidentale ou l'alimentation moderne transformée, est directement à l'origine des pathologies. Des pathologies actuelles. Et ils ont découvert aussi que le microbiote était saisonnier. Et donc, on avait historiquement, à l'époque, un microbiote saisonnier été-hiver en fonction de l'alimentation qu'on trouvait dans la nature. Et en fait, maintenant, nous avons un microbiote qui est lissé, qui est tout le temps le même tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on a perdu le rythme originel, saisonnier du microbiote intestinal. Alors, on a parlé des prébiotiques. Là, maintenant, on a tous été dans une pharmacie, dans une parapharmacie, pour prendre des probiotiques, parce qu'on a entendu dire que c'était bon pour la santé. Titre. Alors, absolument. Donc les probiotiques, c'est des bactéries qui vont être vivantes et qu'on va ingérer. Alors il y a 2 manières d'apporter des probiotiques dans l'organisme, donc ces fameuses bactéries vivantes. Il y a une manière naturelle, maison si je puis dire, mais qui est globale, c'est-à-dire les aliments riches en probiotiques. Donc j'y viens probiotiques, le pain au levain par exemple, les yaourts. Et bien là, vous avez des probiotiques, vous avez des bactéries à l'intérieur qui sont des bonnes bactéries. Mais c'est un apport global. C'est-à-dire, ça rééquilibre d'une façon globale. En revanche, lorsqu'on a un problème spécifique, c'est-à-dire un intestin irritable, une obésité, un problème de stress, etc.,
on va utiliser des souches qui ont été étudiées chez l'humain et qui ont permis, si vous voulez, de savoir dans quelles indications telle ou telle bactérie, telle ou telle souche agissait favorablement. Et donc là, ça peut pas remplacer, si vous voulez, c'est pas interchangeable. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on mange du pain au levain, des yaourts, que on n'a pas besoin, lorsqu'on a des symptômes, de prendre des bactéries ciblées sous forme de gélules. On a l'impression que les produits du commerce se ressemblaient. Il y a des lactobacilles, il y a des bifidobactéries, il y a l'ultralevure qu'on donnait autrefois avec les antibiotiques. Comment on les choisit? On les choisit maintenant de façon vraiment spécifique. Voilà, alors si vous voulez, ça c'est un message très important puisque la médecine microbiotique c'est quelque chose de très récent et il faut savoir comment ça fonctionne. Ça fonctionne de la manière suivante, il faut colliger, c'est ce que je fais au quotidien, les publications qui sortent chez l'humain. Je ne parle pas de la souris, même si des fois il y a des travaux sur la souris intéressant. Mais chez l'humain, il y a des groupes, 100, 200, 300, plus de personnes étudiées sur telle ou telle indication. Exemple, l'obésité. On prend une population de patients en obésité, on va leur donner un probiotique ou plusieurs et on va donner un placebo à un autre groupe. C'est ce qui a été très bien fait pour l'Aphnia alvéi HA4597 qui est le premier probiotique utilisé contre l'obésité. Et là, on va voir ce qui se passe. On va étudier le tour de taille, les paramètres de tension et le poids bien évidemment. Et on va voir ce qui se passe. Donc quand les chercheurs constatent qu'il y a un effet dans un groupe de population ciblée des probiotiques, c'est là que je vais les valider, si vous voulez, dans ma pratique. Et qu'à ce moment-là, je vais les utiliser auprès de mes patients. C'est comme ça que je travaille en médecine microbiotique. Donc, je suis en interface, si vous voulez, permanente avec mes patients et avec la recherche pour justement voir quels sont ceux qui ont montré une efficacité chez l'humain dans des études bien faites, donc placebo, c'est-à-dire avec des groupes randomisés et double aveugle, c'est-à-dire l'autre groupe ne sait pas ce qu'il prend. Et à ce moment-là, on va pouvoir avancer et ainsi choisir effectivement quels sont ceux qu'il faut utiliser. Parce que comme vous le dites, en pharmacie, il y en a des centaines et des centaines. Donc le pharmacien va donner X ou Y, mais ce n'est pas nécessairement les bons produits ou les bonnes souches. Donc c'est important d'apporter des bactéries en grand nombre. Vous dites l'importance du microbiote intervient et derrière apporter des souches qui sont des souches spécifiques qui ont montré avec évidence leur intérêt. C'est ça, et c'était l'objet qui est démontré bien évidemment dans des publications bien évidemment, et c'était l'objet de mon précédent livre Médecine microbiotique. Mais j'ai repris tous les noms des produits commerciaux qui ont été validés dans mon nouveau livre Mission ventre plat. Des précautions pour la prise des probiotiques dans votre livre, vous dites qu'il faut faire attention aux boissons très chaudes, ne pas les avaler avec une tasse de thé. Oui, c'est des bactéries vivantes, donc effectivement si vous prenez ça avec un thé brûlant, c'est moins bien parce qu'il y a une grosse température qui va arriver dans l'estomac en même temps que les bactéries, donc c'est pas idéal. Donc 30 minutes par rapport à une boisson chaude, et puis on les prend à jeun et on les conserve dans un endroit relativement frais. Pas besoin de les mettre au frigo? Non, si la pièce est fraîche, ça va, mais il faut que ça soit maximum 18 degrés. S'il fait chaud l'été et que vous êtes dans une pièce où il fait 25 ou 30, là, il vaut mieux les mettre dans le bas du réfrigérateur. On a parlé des prés, on a parlé des pros, on n'a pas dit un mot des postbiotiques qui sont extrêmement importants. Pas de contre-indication, j'ajoute sur les probiotiques, pendant la grossesse, chez le nourrisson, c'est des bactéries qu'on peut utiliser. Ça ne fait pas peur aux gynécologues, des bactéries vivantes? Non, puisqu'il y a des gynécologues qui sont très formés et qui connaissent très bien le sujet, donc non. Alors, les postbiotiques, donc... Alors, les postbiotiques, c'est de découvertes plus récentes encore, c'est-à-dire que ce sont... Alors là, c'est absolument fascinant aussi, c'est que ce sont des substances qui sont fabriquées par nos bactéries sous l'influence de deux facteurs, les fibres alimentaires, donc je mange des végétaux, des légumes, des fruits, etc. Et je fais du sport. Et je fais du sport, j'y arrivais, Serge. C'est que on a découvert récemment que l'activité physique stimulait nos bactéries, les boostait, et que suite à un effort, elles se mettaient à fabriquer des postbiotiques.
Alors moi qui suis un sportif de longue date et qui fait même des ordonnances, en fait, ce que je fais à mes patients, c'est que je leur dis pas simplement faites du sport, je fais une ordonnance de sport. Puisqu'on sait que la conversion de l'ordonnance sportive est beaucoup plus élevée que le simple fait de dire oralement faites du sport ou de l'activité physique. Donc ça c'est capital, puisque c'est pas juste un gadget, c'est pas juste se sentir mieux parce qu'on a fabriqué des endorphines, c'est véritablement parce qu'on va jouer sur le sein de notre santé, c'est-à-dire le microbiote intestinal, lorsqu'on fait de l'activité physique. Voilà, alors je voulais... Et ces substances, juste un mot pour terminer par rapport aux postbiotiques qui vous fascinent, on les fabrique donc à partir des fibres de l'activité physique, et elles ont des vertus anticancéreuses, avec le butyrate, anti-inflammatoire, etc. Et on les fabrique donc à partir des végétaux, et avec un moyen moins connu, qui sont les graines de lin. Alors, je l'ai dit dans mon lancement, on parlera pas de l'hygiène de vie en général. Vous venez pourtant de nous dire l'importance qu'elle pouvait avoir. Vous consacrez des chapitres à l'activité physique, le sommeil, le stress, la gestion du sommeil, le stress. Je voudrais qu'on profite du fait que vous êtes gastro-entérologue pour évoquer deux tableaux qui sont des tableaux très très fréquents de consultation, qui sont un très connu, le syndrome de l'intestin irritable, autrefois les fonctionnels intestinaux, et puis un autre qui est moins connu, qui est le SIBO, dont l'attitude, en fait, pour nous, médecins, doit être très opposée. Ouais. Très différente. Alors, l'intestin irritable, qu'on appelait avant, effectivement, colopathie fonctionnelle, puis colopathie spasmodique, etc., c'est très fréquent. C'est 5 à 10% de la population en France, donc ça représente plusieurs millions de personnes, 2-3 millions de personnes, donc c'est considérable. C'est un syndrome qui a une définition très précise, des douleurs abdominales chroniques depuis plus de 6 mois et des troubles du transit, diarrhée, constipation ou alternance des deux. Il y a aussi souvent des ballonnements, mais qui ne font pas partie des critères diagnostiques qui s'appellent les critères de Rome. Et donc, si vous voulez, c'est très important. Première remarque, il faut que soit posé le diagnostic par un médecin. On voit trop souvent des patients qui se sont auto-diagnostiqués intestin irritable ou par un thérapeute X ou Y non médecin et on voit des erreurs. Qui fait faire des tests, Dr Bérébi, dont vous dites qu'ils n'ont strictement aucun intérêt ici. Voilà, les tests d'ailleurs. Exactement. Les tests dits d'intolérance alimentaire, n'ayons pas peur des mots, je manique pas la langue de bois, c'est pour moi la plus grande escroquerie actuelle, puisque ces tests, lorsqu'ils sont positifs, qui coûtent plusieurs centaines d'euros, ne montrent qu'une seule chose: si vous êtes positif, soi-disant intolérant au blé, aux œufs, etc., ça veut juste dire que vous avez consommé ces aliments dans votre vie. Donc 300 euros pas pour savoir... Pas la peine d'aller faire les tests en Suisse, en Belgique ou... Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que quand vous mangez un œuf ou du pain, il y a des microparticules qui vont passer, et donc votre système immunitaire va fabriquer des anticorps contre ces aliments-là, et donc ça va être positif. Donc il faut absolument arrêter ces tests, et idéalement, il faudrait qu'ils soient carrément interdits par les pouvoirs publics. Vous pouvez nous dire un mot sur les FODMAPs ? Oui. Terme qui est apparu, je crois, en 2016, enfin qui est récent dans la panoplie. Tout à fait. Donc les FODMAPs, si vous voulez, c'est des glucides complexes qui correspondent aux fibres, on va dire grosso modo. Donc ça correspond à tous les légumes, les fruits, les légumineuses, etc. La particularité des FODMAPs, c'est qu'elles ne sont pas absorbées. Quand on mange des protéines, des glucides, des lipides, ils sont absorbés au niveau de l'intestin grêle. La grande particularité de ces FODMAPs, c'est qu'elles ne vont pas être absorbées. Elles vont arriver dans le côlon, et dans le côlon, elles vont être fermentées et dégager des gaz. Mais pas que des gaz, puisqu'elles ont une fonction intelligente, puisque ça va permettre de fabriquer ces fameux postbiotiques. Donc l'organisme est merveilleusement bien fait, c'est-à-dire que la plupart des aliments qu'on ingère vont être absorbés dans l'intestin grêle, mais une partie ne va pas l'être, va arriver dans le côlon, où là, elle va avoir une action métabolique, donc microbiotique, qui va permettre de participer à un bon équilibre de notre santé. Alors ça, c'est le syndrome de l'intestin irritable, et le SIBO que j'ai découvert là dans votre ouvrage, que certains patients revendiquaient, donc se passe beaucoup plus haut dans l'intestin. Exactement. Alors, il faut savoir que dans l'intestin irritable, on va utiliser beaucoup de probiotiques. C'est la première indication, d'ailleurs, historiquement, des probiotiques, c'est l'intestin irritable, avec plein de publications qui ont montré leur efficacité. Et on avait l'impression, effectivement, que ça aggravait un certain nombre de patients. Et vous expliquez pourquoi. Alors, parce que le SIBO,
c'est une pathologie différente, assez mal connue en France, il faut bien le dire, qui est une pullulation bactérienne de l'intestin grêle. C'est-à-dire que dans l'intestin grêle, il y a trop de bactéries. Alors ça peut être en raison de différents mécanismes, notamment, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, donc, c'est la prise d'IPP, inhibiteur de la pompe à protons, au long cours, à dose trop forte, ça peut modifier... Les produits anti-reflux, anti-sécrétoires, donc c'est très bien, ils sont très efficaces au demeurant, mais il faut bien les prendre. Si vous les prenez d'une façon un peu anarchique, voilà, ou bien à trop forte dose et trop longtemps, ça peut générer une pullulation bactérienne dans l'intestin grêle, et à ce moment-là, effectivement, les patientes vont être, je dis patientes parce que c'est un peu plus fréquent, chez la femme, vont être aggravées par la prise de probiotiques. Mais là, il y a un test diagnostique, alors qui n'est pas un test sanguin, qui est un test respiratoire. Alors vous regrettez qu'il ne soit pas remboursé par la Sécu? Non, je vais plus loin, je le déconseille. Vous déconseillez le test respiratoire. J'avais compris que ça pouvait confirmer le diagnostic. Non, vous dites qu'il est clinique, le diagnostic. Exactement. C'est-à-dire que je vais me baser en médecine microbiotique sur l'historique du patient, sur la réponse aux probiotiques, justement. Et puis, les tests, je les utilise pas pour la bonne et simple raison que, premièrement, il y a des faux positifs et des faux négatifs. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qu'on va traiter pour un SIBO à tort. Et puis, d'autre part, dans l'intestin irritable, il y a une pullulation bactérienne dans l'intestin grêle dans un tiers des cas environ. Donc les deux sont associés, si vous voulez. Donc c'est très dogmatique de les opposer, en fait, puisque les deux sont fréquemment associés. Donc de savoir par un test qu'on a une pullulation dans l'intestin grêle, finalement, en pratique, dans la vraie vie, pour soigner un patient, ça ne sert à rien. Oui, vous dites d'ailleurs le régime pauvre en FODMAPs dont on a parlé marche à la fois dans l'intestin irritable et marche ici. Exactement. Et puis les antibiotiques dans le SIBO, faut pas oublier la rifaximin. Ce que je vous propose, docteur Bérébi, c'est de revenir nous parler de l'obésité parce que le temps est passé trop rapidement. Et je pense que nos auditrices seraient quand même très intéressées qu'on développe ce chapitre plutôt que de le traiter en quelques minutes, d'autant qu'une révolution est en train de naître, une autre révolution. Oui, tout à fait, sur le plan des probiotiques, puisque maintenant on dispose de 2 probiotiques de précision qui agissent électivement sur la satiété et donc sur le poids. Vous nous direz ça la prochaine fois. Et voilà, donc il y a plein de choses à dire, effectivement. Voilà, alors on arrive au terme du coup de cet entretien. La médecine microbiotique, ça constitue effectivement la révolution du 21e siècle. Un microbiote varié, équilibré est le garant d'une bonne santé. Tout à fait. Et je vous attends prochainement pour nous parler du microbiote et de l'obésité. Avec plaisir. Docteur Bérébi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge Rafal. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Merci, docteur Serge Rafal. Merci, docteur Bérébi. Alors, c'est peut-être, comme il est 21h presque 30, c'est peut-être le moment d'aller pour vous, auditeurs, auditrices, aller prendre un petit yaourt ou un carré de chocolat de Tanzanie plutôt. Alors, vous conseillez le chocolat de Tanzanie. On rappelle 70% surtout. Votre ouvrage Mission Ventre Plat, la méthode microbiotique nutritionnelle et sportive chez Marabout. On se retrouve dans quelques instants avec nos chroniqueurs médicaux et nos experts pour Réfoy le Mag. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J. 15h-16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invité à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. כשאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים, שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן. אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים, השפתיים. אני אוהב את זה
Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Réfoy le Max, c'est dorénavant les mardis soirs après l'entretien du docteur Serge Rafale qui questionnait le docteur William Bérébi pour son livre Mission ventre plat, la méthode microbiotique nutritionnelle et sportive paru chez Marabout. Avant de nous entretenir avec nos experts médicaux et nos chroniqueurs qui nous ont rejoints dans le studio, docteur Bérébi, quelques questions encore sur le microbiote, les régimes d'éviction. Sans lactose, sans gluten, Djokovic a expliqué, Novak Djokovic, qu'il était devenu numéro 1 en grande partie grâce à ça. Est-ce que vous y croyez? Moi qui consomme lait, blé, je n'ai jamais gagné Wimbledon, alors je commence vraiment sérieusement à me poser quelques questions. Est-ce que vous y croyez à ces régimes d'éviction? Alors, oui, il peut y avoir des indications. L'intolérance au lactose, ça existe, bien évidemment, mais attention, il y a des dérives. Là aussi, des thérapeutes non médecins préconisent l'arrêt complet des produits laitiers, ce qui est une aberration, puisque les produits laitiers protègent du cancer du côlon et diminuent le risque. Donc, en fait, il faut consommer, si on est intolérant au lactose, donc à ce moment-là, le lait et les crèmes, on les supporte pas, on va consommer des yaourts et du fromage, par exemple, pour avoir cet effet préventif contre le cancer du côlon. Par rapport au gluten, donc Djokovic, le tennis, c'est mon sport, et donc je connais bien le sujet. Effectivement, il est cœliaque, il est intolérant au gluten, et effectivement, le diagnostic a été porté, et à partir de là, lorsqu'il a modifié son alimentation, eh bien, il a performé. Maintenant, il y a beaucoup d'abus, c'est-à-dire qu'il y a un effet mode avec le gluten-free, comme on l'appelle les anglo-saxons, c'est-à-dire que beaucoup de gens arrêtent le gluten, et en fait, qu'ils en prennent ou pas, ça change rien de leur vraie vie quand on leur pose la question. Et les enlever, c'est une erreur, puisque c'est un apport de fibres important, qui complète les légumes et les fruits. Et comme 9 Français sur 10 ne consomment pas suffisamment de fibres pour notre microbiote intestinal, eh bien, ce serait dommage de supprimer le gluten, enfin, donc les céréales complètes, pour avoir cet apport. Donc en fait, il faut faire le test. Il y a une prise de sang pour l'intolérance au gluten. Si elle est positive, ça veut dire quelque chose. Si elle est négative, on est tranquille. Et puis, après, il faut voir un peu sa consommation et si on est gêné sur le plan des symptômes. Mais à titre systématique, ça n'a pas d'intérêt. Alors vous parliez des laitages, ils sont importants, les gluten, mais les laitages également. Quels sont les laitages que vous préconisez? Plutôt brebis, chèvre, plutôt que le lait de vache? C'est vrai que ça dégage une petite odeur quand même, le lait de brebis ou le lait de chèvre, mais ils sont vraiment meilleurs pour la santé? Non. Toutes les études qui ont été faites, si vous voulez, sur le cancer du côlon, concernent le lait de vache. Donc ce qui a été démontré sur l'amélioration et la diminution du risque de cancer colorectal, c'est avec le lait de vache. Donc il faut prendre des produits bio, d'une façon générale, parce que quand même la réduction des pesticides dans les produits bio est de l'ordre de 85%, donc c'est énorme. Mais le lait de vache, c'est très bien à partir du moment où on le tolère bien. Si on est intolérant au lactose, eh bien à ce moment-là, on se rabat sur des fromages affinés, donc à pâte dure ou ferme, et puis sur les yaourts. Un petit mot alors sur le Nutri-Score qu'on a vu apparaître il y a quelques années sur tous les packaging. Un mot là-dessus et puis sur l'application aussi Yuka. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense du bien des deux. Le Nutri-Score, donc ça va vous donner donc ce fameux score A étant excellent, E très mauvais. Donc je vous conseille DE de pas acheter. Alors il y a pire que eux, il y a les paquets, notamment de biscuits, certains très connus où il n'y a pas le Nutri-Score. Car le Nutri-Score n'est pas obligatoire, malheureusement. Et donc, quand vous ne voyez pas le Nutri-Score sur un biscuit ou un paquet, vous n'achetez pas, puisque ça veut dire que c'est pire que eux. Et effectivement, j'ai fait la comparaison avec Yuka, qui est une application que j'utilise au quotidien. Et donc, ce produit qui n'avait pas son Nutri-Score était coté 0 sur 100. Donc, DE, on enlève. C'est ce que je recommande. Et s'il n'y a pas le Nutri-Score, on n'achète pas. Voilà, et nous aurons à ce micro dans 3 semaines le professeur Serge Herzberg qui a mis au point précisément. Alors une dernière question. Vous dans ce livre Mission ventre plat, vous ne parlez pas de la transplantation fécale. Alors qu'en entreprise, en open space, vous criez qui a eu cette idée merdique, vous verrez tout le monde se retourne. C'est un truc de fou. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on fait ingérer les selles On fait ingérer les selles de qui précisément dans la transplantation? Alors c'est une procédure bien précise, bien standardisée. On prend des donneurs, un ou plusieurs donneurs, on recueille les selles et on va réadministrer ces selles à un receveur, comme une greffe de rein ou autre. Sauf que ça va être centrifugé, ça va être préparé, on va vérifier qu'il n'y a pas d'infection chez le donneur, virale, d'infection des selles, etc. Et on va
en général l'ensemencer. Alors ça peut être par voie colique, en général c'est par la coloscopie, et on va pulser donc le nouveau microbiote dans le côlon. Ça peut être par voie orale avec une sonde gastrique, donc c'est un peu moins glamour évidemment, et on sait que ça va modifier le microbiote, et ça a une indication aujourd'hui en France très claire qui sont les infections récidivantes à Clostridium difficile, qui est une bactérie très difficile à traiter avec les antibiotiques. Et à l'étude, il y a des protocoles pour la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, l'obésité, l'intestin irritable également. Et il y a une étude toute récente, alors qui fait vraiment un buzz considérable, qui est la transplantation fécale chez les personnes qui ont une addiction à l'alcool. Et donc, des chercheurs ont pris des souris, les ont rendues alcooliques. Après, ils ont pris un groupe de souris sobres et ils leur ont transplanté le microbiote des souris alcooliques, et les souris sobres sont devenues alcooliques. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que ils ont fait la même chose chez l'humain. Ils ont pris des personnes qui avaient un vrai problème d'addiction à l'alcool. Ils ont transplanté les selles d'une personne sobre, et les personnes ont arrêté de boire. Donc c'est une piste de recherche extrêmement importante, extrêmement intéressante pour les problèmes d'addiction à l'alcool. Eh ben, docteur William Bérébi, vous restez bien sûr avec nous, puisque on va aller se balader au fil de nos chroniques. À présent, voici notre première des chroniques avec l'actu santé par notre professeur de l'info, Eva Soto. Réfoua. Eva Soto. Radio J. Eva Soto, allergique au boulot. Oui, moi je suis allergique. L'arbre, pas le travail. Alors à tout, c'est pour ça que je suis là. Alors comme chaque semaine pour cette revue de presse médicale, waouh, mais vous faites un peu la tête aujourd'hui. Je sais pas et pourtant c'est le printemps qui est arrivé. Ah ouais? Et juste parce que les jours rallongent et que les oiseaux chantent, faudrait être content. D'eau, Nicolas, d'eau. Au départ, obligé. Parce que, enrhumé, là, d'où l'annonce, le réseau national aérobiologique, le printemps, c'est aussi le fameux retour des allergies. Et 31 départements sont en alerte rouge à travers la France en ce moment. Ah oui, vous nous avez bien mouché là, Eva. Bravo. Et oui, je vous ai bien mouché. Il faut toujours que vous rameniez tout à vous, Nico. Alors que là, c'est moi qui mouche, parce que le printemps est synonyme de calvaire pour un nombre de Français de plus en plus important, et ça va pas s'arranger, car réchauffement climatique oblige, il fait plus chaud, et plus chaud, ça veut dire que la concentration de pollen présent dans l'air est plus importante. Et pollen, ça veut dire allergique pour qui? Pour moi déjà. Et non, je suis pas si narcissique que ça, je vous vois venir, Nico. 20% des Français sont dans mon cas et souffrent d'allergie d'après l'OMS en 2050. Ça pourrait être le cas d'une personne sur 2 dans le monde. Vous aurez quel âge en 2050, Nico? 22. Alors, voilà, ça vous concerne aussi. Interrogé par Yahoo Actualité, le docteur Rechia explique ce qu'est l'allergie. Eh bien, figurez-vous que j'ai pas l'air comme ça, mais c'est que je suis trop sensible. Eh ben, c'est vrai qu'Emma, rapprochez-vous, venez un peu près de moi. Voilà. Moi, c'est Eva. Ouais. Ah, Eva, oui, alors, parce qu'on me dit, mais il faut qu'Emma se rapproche un petit peu, alors je sais pas de qui. Ouais, enfin bon. C'est vrai que comme ça, on n'aurait pas dit, Eva, franchement. Que j'étais trop sensible? Sympa. En tout cas, vous d'être trop sensible, je vous le conseille pas, parce que les allergies, c'est une réaction trop vive de votre système immunitaire. Elle peut provoquer des gros nez rouges, les yeux qui vont avec. Bon, c'est pas très sexy, mais c'est assorti au niveau des couleurs. Si on est perfectionniste ou radicalement rouge, un peu comme dans une chanson de Jean-Jacques Goldman, mais en moins bien, on peut aussi avoir les lésions cutanées qui vont avec, et tout ça peut même mener jusqu'à l'étouffement. Il y a les crises d'asthme, voire parfois les œdèmes. Ça veut dire qu'on gonfle, et ça gonfle tellement parfois qu'on est obligé d'appeler les urgences. Moi, Eva, ça ne m'est jamais arrivé. Alors attendez, Nico, faut arrêter de se la jouer là, parce que les pollens, c'est eux les mâles alpha, c'est pas vous. Et oui, même sans terrain allergique, la pollution, ça s'accumule au fil des ans, et vous êtes plus tout jeune, et la pollution, il y en a à l'extérieur, mais aussi chez vous, à l'intérieur. Et puis il y a aussi les produits alimentaires qui peuvent provoquer des allergies. Les sources sont si variées qu'il faut en moyenne 5 à 7 ans de recherche pour trouver les causes de l'allergie. Mais les agents allergènes les plus communs, c'est le pollen et les poils d'animaux. Bon, à part vous plaindre, Eva, vous faites quoi? Figurez-vous, Nico, que j'essaye de trouver des solutions. Et comme pour chaque problème dans la vie, il y a une appli sur téléphone, eh bien, il y en a aussi une pour ça. Pour passer à travers les mailles du filet et des pollens comme si c'était de la gnognotte sur BFM
TV, son cofondateur a expliqué en quoi consiste Live Pollen. On dirait presque le nom d'un groupe de rock, mais c'est bien le nom de cette appli qui serait une solution préventive aux allergies au pollen. Chêne, frêne, platane. Pour mesurer les pollens de ces arbres, l'application se base sur 152 capteurs déployés en France et il mesure la qualité de pollen dans l'air en temps réel. Des données ensuite traitées par une intelligence artificielle qui détermine le type de pollen détecté dans l'air. L'objectif est de multiplier ces capteurs pour couvrir l'ensemble de la France. Bon, on en est loin parce que le PDG Jérôme Richard espère que tout ça, ce seront les villes qui le financeront. On lui souhaite bonne chance. Sinon, Eva, un mot sur les médicaments, compléments alimentaires et autres granulés pour faire taire les symptômes liés aux graminées. Mais comme si on n'avait pas assez avec les forums médicaux sur Internet qui me disent tous, systématiquement, tous les jours que je vais mourir, parce que oui, un jour ça va m'arriver. Oui, voilà, faut que je m'y fasse. Bref, comme si c'était pas assez l'angoisse comme ça, voilà que 60 millions de consommateurs nous collent carrément la racera. Bref, le magazine nous annonce qu'il n'y a pas que les allergies qui sont mauvaises pour la santé et que les remèdes le sont eux aussi. Il s'agit en fait de beaucoup de remèdes aux allergies sans ordonnance. 22 ont été comparés et la mise en abîme est vertigineuse puisque certains qui doivent lutter contre les allergies contiennent eux-mêmes des allergènes. Vous suivez ? Ouais, absolument. Pour le surdosage, souvent, c'est pas super indiqué. Pour la vitamine D, surtout si vous prenez d'autres médicaments, faut vraiment faire attention. Sinon, il y en a qui contiennent aussi de l'alcool. Après, ça dépend à quelle dose vous êtes habitué. Pour vous, Nico, c'est open bar, non? Oui, le docteur Bérébi a dit que c'était pas très bon, l'alcool pour la santé. C'est vraiment la plus mauvaise nouvelle de la journée. Non, mais n'importe quoi, faites-moi passer pour un alcoolique, dites donc. Non, vous, alcoolique, c'est trop vulgaire pour vous. Alcophile, plutôt. C'est comme ça qu'on appelle les gars qui se biturent au mouton cadet plutôt qu'au petit rouge. Ah non, sinon, à part ça... Cadet, non. Ah non, quelle horreur. Alors quoi? On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire, mais plutôt un petit Sancerre, oui. Voilà. Sinon, à part ça, 60 millions de consommateurs précisent que le plus efficace contre les allergies, ce sont les antihistaminiques ou un médecin. Et ça tombe bien pour vous, Nico. Je crois que vous en avez un dans la famille. Il paraît. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour mon père, effectivement. Merci Eva pour cette chronique. Un mot, docteur Bérébi. Les bactéries intestinales, est-ce qu'elles interviennent sur les allergies? Est-ce qu'on peut envisager de les traiter par des probiotiques? Pour l'instant, non, il n'y a pas d'indication directe, mais on sait que le système immunitaire passe par le microbiote intestinal, puisque en fait c'est la première barrière. Et figurez-vous que 60% des cellules de l'immunité sont dans l'intestin. Donc en fait, c'est vraiment la première barrière. Et effectivement, lorsqu'il y a une dysbiose, on sait que ça génère un certain nombre d'allergies, d'intolérances, et il y aura probablement dans les années à venir des indications probiotiques dans les allergies. On comprend pourquoi c'est le premier cerveau, 65% des cellules immunitaires, 90% de la sérotonine, effectivement, l'intestin est c'est des chiffres marquants qui attestent de son rôle central, et de ce rôle, le premier cerveau. Et on passe à la chronique suivante, la vie derrière soi. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Un artiste, une personnalité et la façon dont il ou elle a vécu sa vie, son œuvre, sa santé. Avec vous, Emma Scali, actrice et psychanalyste, ce n'est pas un hasard si vous nous parlez aujourd'hui de la grande Sarah Bernard, le monument hystérique du théâtre français, dont on fête le centenaire de la mort et son rapport, par conséquent, à cette maladie qu'est l'hystérie. Vous êtes également l'autrice de Séries sur le divan, Histoire et personnages en thérapie, paru chez En Volume. On va parler bien sûr de quelques personnages de série après, mais d'abord, Emma Scali, Sarah Bernard, historique, hystérique? Eh bien, les deux. Alors, bonjour à tous, bonjour Serge, bonjour Nicolas, bonjour William Bérébi. Il est même 21h, bonsoir. Bonsoir, pardon. Elle est les deux, historique évidemment, puisque c'est le centenaire de sa mort, mais aussi hystérique. Alors, imaginez un peu, une méga star aux millions de fans qui markete son image pour vendre des parfums, des biscuits, du champagne et autres produits divers. Nous ne sommes pas sur TikTok ou sur Instagram, ni dans la télé-réalité d'aujourd'hui. Non. Nous sommes en 1880. Et Sarah Bernard, actrice française de théâtre à la notoriété internationale, devient la première influenceuse de l'histoire. Alors pourquoi vous en parlez? Eh bien parce que Sarah Bernard est également un cas clinique typique d'hystérie. Je m'explique. Cette femme fait sauter tous les carcans.
transcende tous les clivages, porte la culture française dans le monde entier, à une époque où il n'est pas vraiment simple pour une femme de se faire une place dans un monde dominé par les hommes. Et pourquoi je vous dis qu'elle est hystérique ? Eh bien, replaçons-nous un petit peu dans le contexte. Sarah Bernhardt est une actrice du 19e siècle. Or, le 19e siècle est marqué par l'avènement de la psychanalyse et la figure de Sigmund Freud. Or, pour la petite histoire, eh bien, Sarah et lui se rencontrent brièvement à Paris quand Freud vient à la Salpêtrière suivre les enseignements de Charcot. Or, c'est à cette occasion que l'inventeur de la psychanalyse va imaginer que notre psyché présente ce qu'il appellera par la suite l'inconscient. C'est vrai qu'il vaut mieux finir à la salle Pleyel plutôt qu'à la salle Pétrière. Alors cette découverte, Emma, on la doit aux grandes hystériques du 19e siècle, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, Nicolas. En fait, le mot hystérie est un mot bien galvaudé qui vient d'utérus, mais il ne concerne pas, l'hystérie ne concerne pas uniquement les femmes. En fait, cliniquement, qu'est-ce que c'est ? Racamier, qui est un psychanalyste du 20e siècle, nous dit ceci. L'hystérique ne fait pas de théâtre, il est théâtre. Il n'est pas un acteur, il est acteur. Il n'a pas d'émotion, il est les émotions. Autrement dit, l'essence même de l'hystérie, c'est le théâtre et la dramatisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en travaillant avec Charcot que Freud a commencé à élaborer ses premières théories sur l'inconscient. Et à la fin du 19e siècle, en fait, à la Salpêtrière, eh bien, Charcot utilise l'hypnose pour étudier l'hystérie décelée chez certaines patientes. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, certaines patientes sont anesthésiées, voire muettes ou victimes de cécité, mais il n'y a pas de lésion organique. Et souvent en public, et d'ailleurs Sarah Bernhardt va venir assister à des séances pour s'inspirer pour ses rôles, eh bien, il met alors les patientes sous hypnose pour étudier leurs symptômes. Et alors que sous hypnose, justement, et de manière assez spectaculaire, eh bien, les patientes fonctionnent très bien, quand elles sortent de l'état d'hypnose, terminé, elles sont à nouveau handicapées. Freud a alors 29 ans et ce sont ces expériences qui lui feront dire par la suite que notre conscience, celle à laquelle nous avons accès, n'est certainement finalement qu'une partie de nous-mêmes et qu'il existe probablement une autre partie qui échappe à la conscience que l'on peut révéler sous hypnose, qui affecte notre façon de vivre et c'est cela qu'il va appeler évidemment l'inconscient. Alors c'est quoi exactement l'hystérie ? Alors l'hystérie, c'est une névrose. Alors qu'est-ce que c'est qu'une névrose ? Eh bien c'est une affection caractérisée par des difficultés affectives ou émotionnelles sans cause anatomique et qui sont intimement liées en fait à la vie psychique d'un individu. Alors pour l'hystérique, cette névrose-là, parce qu'il y en a d'autres, il y a les névroses obsessionnelles, phobiques, etc. Mais pour l'hystérie, eh bien, selon les mots de Jacques Lacan, l'hystérique se caractériserait comme une personne qui se comporte comme un esclave, qui cherche un maître sur qui régner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'hystérique est à la fois dans un désir et esclave de son désir. Son caractère se manifeste par beaucoup d'émotivité, une forte angoisse qu'il cherche à contenir. Comment ? Eh bien, par de la mise en scène. Une érotisation des relations. En gros, l'hystérique ne cherche pas à posséder, il cherche à rencontrer l'autre, à être choisi. Son besoin se situe du côté de la reconnaissance et de l'amour beaucoup plus que du côté du pouvoir et de la possession. Or, pour l'hystérique, le meilleur moyen d'accéder à l'amour, c'est la mise en scène, une façon particulière de s'habiller, une manière particulière de parler, une certaine extravagance. Et c'est là qu'on retrouve la fameuse Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, elle était à la scène comme à la vie impressionnante. Souvent vêtue de blanc, elle jouait sans cesse de son image et c'est d'ailleurs elle qui a inventé le concept de publicité puisque très tôt elle a compris le pouvoir de la réclame, elle en a joué, elle s'est mise en scène. Non mais attendez un petit peu, elle s'est fait photographier dans un cercueil, elle a interprété des rôles d'hommes, elle est allée jouer Phèdre devant les Indiens d'Amérique et ce faisant, elle a inventé le Star System. Inconsciemment, son objectif, c'était quoi ? C'était d'attirer l'attention. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut savoir que Sarah Bernhardt a été abandonnée par son père et rejetée par sa mère qui lui préférait sa sœur. Donc, elle s'est construit un monde excessif. Un monde énorme. Elle avait même une ménagerie chez elle avec des lions, des animaux exotiques, etc. Et donc, elle avait un énorme besoin de vibrer. Et finalement, tout son corps s'est mis à parler pour elle. Elle était maigre à une époque où la beauté des femmes passait par les rondeurs. Elle a fait des crises d'urémie. Elle a eu une gangrène qui l'a amenée à ce qu'on lui coupe la jambe, etc. Et donc, elle avait une personnalité absolument fascinante. Et finalement, qui est mieux à même de se donner à voir tout en se dissimulant qu'un acteur ? Être ou paraître, tel pourrait être un petit peu le slogan de Sarah Bernhardt, et je dirais même mieux, comme cet immense personnage d'homme, parce qu'elle aimait jouer sur tous les tableaux, que la femme Sarah Bernhardt s'est autorisée à interpréter, à savoir l'Hamlet de Shakespeare, on pourrait dire finalement que la définition de l'hystérie, ce serait être ou ne pas être.
Effectivement, Emma, être ou ne pas être hystérique, c'est toute la question. Genre, j'avais plusieurs questions à vous poser sur les héroïnes de série. Peut-être juste un mot, comme elle a joué Hamlet, un mot sur Don Juan. Est-ce que c'est un hystérique, Don Juan ? Oui. Enfin, alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui vont considérer qu'il est plutôt pervers. Moi, je pense réellement qu'il est hystérique parce qu'il est dans cette recherche, en fait, permanente de la conquête et de la reconnaissance de l'autre. Et une fois que ça arrive, au dernier moment, il disparaît. On voit bien ça dans la pièce de Molière, en fait. Eh bien, au moment réel, finalement, de concrétiser la relation, je parle pas de la sexualité, mais je parle de la relation, eh bien, il n'y a plus personne. Il change de femme. Et ça, c'est un peu typique de l'hystérique qui a finalement beaucoup de mal à accéder à sa vulnérabilité vraiment au fond, quoi. Il se sent un cœur à aimer toute la terre. Exactement. Et comme Alexandre, il rêverait de pouvoir y étendre toutes ses conquêtes amoureuses. Docteur Bérébi, ça vous inspire ? Oui, le comportement théâtral dont vous parlez s'appelle l'histrionisme. Oui, tout à fait. C'est le mot médical. Et il faut savoir que Charcot, dont vous avez parlé tout à l'heure, organisait des sessions pour ses étudiants où il faisait venir des hystériques pour montrer ce qu'était une crise d'hystérie. Exactement. Et elle faisait en bas de l'amphithéâtre une crise qu'il montrait à ses étudiants. Mais oui, et Sarah en fait venait assister à ces crises-là, qui pourtant elle n'en avait pas tellement besoin, parce que j'imagine que elle, dans l'intimité, devait en faire quelques-unes. Mais tout le monde a un alligator chez lui en ce moment. Mais bien sûr, elle voulait se faire greffer une queue de tigre. Hein. Docteur Bérébi, une question. Les premières expériences qui avaient été faites sur les souris avec des changements de microbiote montraient qu'on pouvait induire des troubles de l'humeur, des changements de morphologie. L'hystérie serait peut-être due à nos bactéries intestinales ? Alors, oui, à court terme ou moyen terme, on peut imaginer qu'on va découvrir des choses par rapport au microbiote. Ça, c'est sûr. On sait aujourd'hui que ça modifie en tout cas d'une façon directe le stress et l'anxiété et qu'on peut jouer dessus à travers certains aliments et à travers certains probiotiques qui sont les psychobiotiques, qui sont des souches validées dont on sait qu'elles vont modifier le microbiote d'une certaine manière pour ensuite que la sérotonine soit fabriquée en plus grande quantité et équilibrer ainsi l'humeur et diminuer le stress. Donc ça, c'est tout à fait connu. Et donc, on peut imaginer dans les névroses, dans les prochaines années, sortent de nouveaux probiotiques. Ça ne va pas du tout. Je n'aurai plus de travail en tant que psychanalyste, là. Mais ça va mettre un peu de temps, rassurez-vous. Eh ben, c'est un merveilleux mardi soir. On apprend que grâce au microbiote, on peut être hystérique. Ça, c'est merveilleux. J'espère que vous passez un bon moment. On rappelle Emma Scali, effectivement, voilà, série sur Le Divan, parue chez En Volume, avec plein d'héroïnes. Évidemment, les héroïnes dans Thérapie, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui sont intéressantes quand même. On en parlera une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Plaisir. Et on passe en transition, à notre coup de scalpel avec le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Le printemps est arrivé dans notre maison avec le docteur Vladimir Mitz. C'est tous les jours le printemps ? Ouais. C'est pas tous les jours le printemps, ça dépend ce qu'on mange, je pense. Mais le printemps, c'est aussi de l'alimentation, oui, effectivement. Oui. Vous allez nous parler du printemps avec quelque chose qui, effectivement, est souvent pratiqué. On a recours au printemps à la liposuction. La liposuction, on vient de plus en plus vous consulter. Un petit mot d'historique déjà sur la naissance de la liposuction. La liposuction est actuellement l'opération la plus pratiquée dans le monde. C'est l'opération la plus fréquente et elle a détrôné d'autres opérations de chirurgie générale et de chirurgie esthétique. Mon maître Raymond Villain était très particulier, il avait un génie de la formule. Il disait « Le soleil arrive, l'adipocyte est le roi des médias ». L'adipocyte, c'est la cellule qui est gonflée de graisse. Et c'est vrai qu'au moment du printemps, hommes et femmes, on doit changer de vêtements, on se regarde dans la glace et on peut découvrir des rondeurs qui ne sont pas parties malgré le régime et le sport pour une raison qui est très importante et qu'on nous donne rarement. En fait, notre corps est programmé pour stocker des couches de graisse. Si on devait les schématiser, imaginons une olive. Il y a une graisse qui est la chair de l'olive, qui assez rapidement va être stockée, mais celle-là, elle peut partir avec le sport et les efforts. Et puis, à un certain âge de la vie, on stocke une graisse qui est plus en profondeur, c'est des noyaux. Et ceux-là, ils partent pas, ils restent. Par exemple, une femme qui a grossi de 10 ou 15 kilos, elle arrive au moment, après ses grossesses ou au moment de la ménopause, elle va faire un effort de régime considérable, et puis elle va perdre, mais il va lui rester le petit bedon, il va lui rester dans les hanches,
une accumulation graisseuse qui fait le tour. Chez les hommes aussi, cela arrive, mais plus tard. La femme est programmée pour traverser 3 corps. Puberté, la quarantaine, c'est-à-dire le moment des grossesses, et au moment de la ménopause, où là, imparablement, elle va stocker de la graisse même si elle n'en veut pas. Quelle que soit la façon dont elle mange, en fonction aussi de sa programmation génétique. Chez les hommes, c'est un peu différent, parce que ceux qui doivent stocker stockent vers 55 ans. On n'a pas le temps d'arriver dans notre 3e corps. On meurt avant. Donc voilà, c'est comme ça. Mais il y a un génie qui a pensé, en 1978, à traiter ces amas de graisse qui sont en profondeur et qui ne partaient pas. Il y avait bien des chirurgiens avant qui avaient essayé, il y a même un chirurgien français qui avait essayé d'enlever de la graisse des jambes d'une danseuse parce qu'elle était très gênée sur la scène. Il a opéré, il y a eu une infection grave. Ce chirurgien s'appelait Dujarrier. L'amputation de cette jeune femme a fait un cas d'école. Il y a eu un procès. Il a été condamné. Et cette femme, bien sûr, elle a survécu, mais avec une jambe en moins, et elle n'a jamais pu danser. Et pendant presque 40 ans, tout ce qui était enlevé de la graisse à une femme, quelle que soit la méthode chirurgicale, a été totalement interdit. Jusqu'à ce que Yves Gérard Ilouz, un chirurgien très sympathique, généraliste, se retrouve avec un dilemme. Il avait une tendre amie, et qui avait une boule, un lipome. Un assez gros lipome, la taille d'un avocat. Et normalement, ça s'enlève avec une incision qui fait à peu près une dizaine de centimètres. Et à lui, tu m'aimes ? Oui. Eh bien, il faut que tu trouves une méthode sans cicatrice. Et il a réfléchi, et c'était un moment intéressant parce que c'était le moment des avortements. Et au moment des avortements, les techniques ont changé et on utilisait la méthode de Karman, qui était l'introduction d'une petite sonde qui aspirait en quelque sorte le fœtus. Et il a donc adapté cette technique, il a fait un petit trou, il a sorti la graisse, aucune cicatrice, le couple a pu convoler. Et puis, c'est lui qui m'a raconté cette histoire à Eilat. Nous étions sur une plage, il adorait aller en Israël. Et donc c'est quelqu'un qui a changé la vie de nombreuses femmes et de nombreux hommes. Parce que cette méthode, elle a beaucoup évolué avec le temps, mais elle est quand même quelque part révolutionnaire. Parce qu'elle a permis aux êtres humains de contrôler leur corps quand c'était plus possible de le faire par le régime ou par le sport. Vous allez nous dire un mot sur les succès et peut-être aussi les ratés de cette thérapeutique. Docteur Bérébi, vous vouliez réagir à ce que disait le voulais Dr. faire une remarque sur la ménopause, puisque la ménopause, pendant longtemps, on a pensé que c'était des modifications hormonales liées à la fin des cycles, et en fait, on sait que le microbiote joue un rôle très important dans la prise de poids au moment de la ménopause, et que c'est des bactéries spécifiques de la ménopause qui régulent le taux d'œstrogène, qui s'appelle l'estrobolome, et cet estrobolome, s'il est déséquilibré, eh bien, ça va favoriser la fabrication d'œstrogène et donc une prise de poids massive. C'est pour ça que vous voyez des femmes à la ménopause qui prennent quelques kilos et d'autres qui en prennent beaucoup plus. C'est à cause de ce déséquilibre de l'estrobolome, qui sont des bactéries spécifiques de la ménopause. Alors, il y a eu une liposuction au niveau du chrono, du temps. C'est incroyable, il nous reste 1 minute à passer ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter les succès, les ratés? Et vous avez dit tout à l'heure, l'homme s'y met également. Oui, si l'homme vous s'y arrivez met. à nous englober tout ça dans la réponse, Vladimir. La liposuction donc, est une opération magnifique, mais qui comporte des risques, parce qu'il faut que ce soit un chirurgien qui vous opère, il faut le faire sous anesthésie générale. Ce n'est pas une méthode pour maigrir, c'est une méthode pour enlever les graisses profondes qui sont trop présentes. Elle est intéressante même chez les adolescentes, parce que quand elles sont complexées, ça sert à rien de leur dire « fais du sport pendant 20 ans ». Si elles ont une déformation de leur corps, il faut les aider. Et puis il y a aussi le fait que c'est une chirurgie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des infections, des complications. Donc il faut s'adresser à un chirurgien compétent, membre du conseil, et enfin établi déjà dans son itinéraire professionnel comme chirurgien plasticien dans le cadre du conseil de l'ordre des médecins. Dernière question sur les hommes, alors qu'ils s'y mettent. Alors les hommes s'y mettent parce que ils veulent avoir un plus beau corps, jeune. Ils veulent même avoir ce qu'on appelle les six-packs, c'est-à-dire ces muscles qui apparaissent, mais c'est pas des vrais muscles. Nous chirurgiens, quand on opère ces jeunes gens, ils nous demandent de sculpter en quelque sorte dans la graisse quelque chose qui ressemble à un muscle très puissant au niveau de l'abdomen. Et chez les femmes, c'est pour leur permettre de plus facilement s'habiller. Raymond Villain, pour conclure, disait « Grâce à la liposuction,
le Blue Jean a encore de beaux jours devant lui. Eh ben merveilleux. Docteur Vladimir Mitz, c'est une chronique sur la chirurgie esthétique qui marche très très bien. Donc la semaine prochaine, vous aurez double temps. Ça vous va ou pas? Parfait. Allez, la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Merci docteur William Berrebi d'avoir été avec nous cette semaine pour Mission Ventre Plat, la méthode microbiotique nutritionnelle et sportive, parue chez Marabout. Merci Emma Scali, merci docteur Serge Rafal, merci Eva Soto. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Tout de suite la rediffusion de Cyrielle Saracoen. Sur Radio J.